Bon, écoutez, Conseil fédéral qui intervient 126 jours avant le premier tour. Et on sait que la présidentielle surdétermine tout dans notre démocratie diplomatique. Évidemment, moi je le déplore, je le regrette. J'aimerais que le rêve même d'une démocratie où le Parlement n'est pas composé uniquement sur détermination de la présidentielle, où l'Assemblée peut vraiment jouer son rôle. Mais c'est la situation aujourd'hui. Et il faut bien parvenir au pouvoir pour en changer les règles. Et donc c'est l'objectif que nous nous fixons pour 2022, tout simplement. Faire gagner l'écologie. Et donc dans l'attente, moi je vous invite à considérer, même quoi qu'on en pense, que présidentielle et législative sont une seule et même séquence. Oui. Ça commence bien. J'ai conscience que je m'adresse devant le Conseil fédéral qui va, ces jours-ci, fixer les modalités de nos désignations. Et en fait, vous avez une grande responsabilité, supérieure encore. L'enjeu, c'est de ne pas compromettre notre capacité de mobilisation, notre présence sur le terrain dans cette campagne. Nos débats et notre démocratie sont vivaces, utiles, souvent, constructifs, le plus souvent. Mais on peut aussi avoir, disons-nous les choses, le don de se perdre dans beaucoup de débats internes plutôt que de se tourner vers la société. C'est le fameux « j'aimerais bien faire campagne, mais pas ce soir parce que j'ai un débat interne ». On connaît. On sait faire. Mais pour avoir un groupe majoritaire à l'Assemblée, pour mener à bien le projet écologiste, il faut gagner la présidentielle. Et donc consacrer pleinement notre énergie à cette campagne. C'est ça que je vous invite à faire dans les prochains jours. C'est critique, c'est maintenant, on n'a plus le temps. Et de plus en plus, on voit finalement qu'il n'y a que 3 offres sur la table. Je dis souvent le passé, le présent, l'avenir. En sociologie politique, on dirait les réactionnaires, les conservateurs, les progressistes. Le projet du passé fantasmé de l'extrême droite, c'est l'Algérie française, c'est les femmes à la maison, c'est le spectre de la guerre civile. Le projet conservateur, le statu quo, des fois habillé différemment, le cercle de la raison, de la soi-disant crédibilité, c'est le projet défendu par le président sortant, projet où la finance l'emporte toujours sur la justice sociale ou sur la lutte contre le dérèglement climatique. Et puis un projet, celui d'avenir, un projet qui prend à bras-le-corps le dérèglement climatique, qui s'engage contre les inégalités sociales et pour renouveler notre démocratie. C'est le projet que nous défendons avec Elijah Jadot. Et on voit bien en fait que toutes les formations tournent autour de ces 3 projets. On a cette droite qui court après l'extrême droite, au point d'en perdre les repères les plus basiques. Cette droite dite républicaine qui ne sait plus si elle préfère aujourd'hui De Gaulle ou Pétain. C'est cette gauche qui ne sait pas si elle doit être écolo ou sociale. Alors que nous savons que les deux sont intrinsèquement liés. Eh bien, elle se dit, est-ce que je dois faire au pouvoir du social ou de l'écologie? Et nous savons qu'au final, elle finit par ne faire ni l'un ni l'autre. C'est aussi cette gauche qui se dit qu'il faut être de droite pour être crédible. Et moi, je veux m'arrêter un temps là-dessus, sur cet aspect de crédibilité. Je pourrais vous parler longuement du projet, mais c'est vous qui l'avez adopté en juillet. Et par ailleurs, il est admirablement esquissé dans un petit opus qui s'appelle Envers et avec toutes et tous, que vous pourrez trouver dans toutes les bonnes librairies. Lecture obligatoire, chaudement recommandé. Et évidemment, Mounir Satouri, directeur de campagne, vous présentera les grands axes de la campagne. Moi, je veux m'attarder sur cette question de la crédibilité. Nous avons besoin de quitter ces affreux complexes. La crédibilité, gna gna gna. Je ne dis pas qu'on a raison sur tout, mais je dis qu'on doit mesurer le discrédit des personnes qui nous prennent de haut. La dette, le chômage, l'insécurité, l'inaction climatique, c'est eux, c'est pas nous. Qui est crédible? On a appris hier que depuis 13 ans, la diplomatie travaille à ce grand contrat sur les Rafales avec les Émirats Arabes Unis. 13 ans, 3 présidents, où notre diplomatie est tout entière consacrée à s'employer à favoriser ces contrats. Et du coup, on comprend mieux les génuflexions devant ces monarchies pétrolières. On comprend mieux les silences face aux atteintes des droits LGBT. Je rappelle qu'aux Émirats Arabes Unis, l'homosexualité est interdite. Les sanctions peuvent inclure l'expulsion, les castrations chimiques, les amendes, la peine de prison, la peine de mort. Et on comprend mieux les silences face aux implications des Émirats Arabes Unis dans les crimes au Yémen. Ce sont des armes françaises
qui sont utilisés pour affamer ou contribuer au massacre de civils. Et on comprend mieux les silences face à ces monarchies pétrolières qui ont pu soutenir financièrement des groupes terroristes. Et donc on serait sommé d'applaudir ces ventes d'armes. C'est ça la crédibilité, notre diplomatie, nos valeurs, notre sécurité, bradée pour les profits de quelques vendeurs d'armes. Et quelle crédibilité quand on nous dit que le continent entier européen court un danger vital quand 4000 personnes frappent à la porte. Quand 4000 personnes frappent aux portes de l'Europe, n'ayons pas peur, dans la confusion ambiante, de l'affirmer. Oui, nous devons accueillir ces personnes qui subissent la misère, le froid et la peur. Oui, notre devoir est de mettre fin à l'instrumentalisation des migrantes et des migrants, en pratiquant une politique d'accueil digne et juste, et en régularisant toutes celles et ceux qui occupent parfois des fonctions indispensables, mais qui n'ont pas accès aux lois. Et moi, je suis fier de voir Yannick Jadot l'affirmer, bien seul, dans cette campagne, de l'affirmer fermement dans une période où les boussoles semblent parfaitement déréglées et où les idées de nombre de responsables politiques sont perfusées aux idées de l'extrême droite. Et la crédibilité, évidemment, comment être crédible quand on ne s'attaque pas au dérèglement climatique, à cette menace existentielle du dérèglement climatique? J'évoque même pas l'extrême droite qui est encore bercée dans le climato-scepticisme. Mais qui n'a pas agi? Qui a échoué? Qui incarne l'impuissance aujourd'hui sur le sujet du dérèglement climatique? C'est évidemment ce gouvernement. On sort à peine de la COP26, et qu'en est-il sorti, sinon le sentiment très clair que nos gouvernements ne sont pas à la hauteur? C'est les images du président de la COP26 qui s'excuse à la conclusion. Je crois que ça résume l'affaire. La crédibilité, c'est quoi? C'est donner des leçons sur le dérèglement climatique alors qu'on vient d'être condamné pour son inaction, hein. C'est ce qu'a fait le président Macron. Il s'est permis de venir à la COP avec de nouvelles belles paroles pour faire la morale, pour donner des leçons littéralement à l'humanité tout entière, alors que la France a été condamnée pour son inaction climatique, alors qu'il a piétiné les engagements de la Convention citoyenne pour le climat, alors qu'il a ignoré les demandes de millions de citoyennes et de citoyens dans le cadre de l'affaire du siècle. Le résultat, c'est que la transition écologique dans notre pays est au point mort. Au contraire, à la place, on a des chimères, des mirages. C'est le président qui relance les EPR et qui annonce des SMR, donc des soi-disant mini-centrales, alors même que l'EPR est un fiasco à 20 milliards d'euros et que les SMR sont une chimère. On n'en a même pas un prototype, éventuellement pour 2029, donc une quelconque opérationnalité à 2040 ou 2050. C'est la lubie du nucléaire. Et c'est ça la crédibilité? Développer des EPR qui ne marchent pas et miser sur une technologie qui n'existe pas encore, et c'est nous qui serions hors sol. La décennie du climat, c'est maintenant. Ces SMR ne sont pas et ne seront pas prêts. Et quant aux EPR, c'est encore plus ridicule. Celui de Flamanville devait ouvrir en 2012, celui de Finlande a 10 ans de retard, et celui de Taishan en Chine est à l'arrêt à cause d'une fuite radioactive. Ces EPR ne fonctionnent pas. La vérité, c'est que miser sur les EPR, c'est la vraie garantie du retour à la bougie, tout simplement. Et la candidate qui vient d'être déclarée pour la droite en veut partout, sauf dans sa région, en Île-de-France. Aucune cohérence. C'est aussi ces soi-disant crédibles qui abandonnent les salariés. Je parle de Saint-Avold, cette centrale à charbon, qui est sur le point de fermer, mais où les salariés sont sans nouvelles du plan de reconversion. Et on nous reproche à nous les conséquences de la transition écologique. Mais c'est justement l'absence de transition écologique qui est en cause. La sortie du charbon, c'est pas tout à fait improvisé, c'est pas tout à fait une idée récente. Le président d'avant s'était déjà engagé à le faire. Et le candidat Macron, élu en 2017, l'avait promis. Mais la fermeture approche et les salariés n'ont pas de nouvelles d'un quelconque plan de reconversion. Je veux dire que nous partageons la colère et le désarroi de ces salariés qui se sentent trompés, arnaqués par le gouvernement. Nous aurions fait différemment et mieux, et nous ferons différemment et mieux. Différemment, c'est en finir avec les aides aux entreprises sans contrepartie sociale ou environnementale. Et mieux, eh bien, c'est le projet de réindustrialisation et de relocalisation que nous portons avec Yannick Jadot. Et je profite de cette tribune pour apporter mon soutien, notre soutien, à d'autres salariés, ceux de l'usine de SAM. SAM, c'est encore un bel exemple de cette crédibilité des gens qui nous gouvernent. C'est en Aveyron, c'est une fonderie dont Renault est le principal client.
mais il vient de refuser de la soutenir, malgré les milliards déversés sur le constructeur automobile sans contrepartie. Comme en 2008. 2008, on a aidé sans contrepartie, et le résultat, c'est la triche sur le diesel, c'est les délocalisations et les pertes d'emploi, et c'est l'investissement à fond sur les SUV, à la fois polluants et gourmands en carburant, la Vista. Et bien, à nouveau, on déverse sans contrepartie des milliards sur le constructeur automobile, qui aujourd'hui consacre cet argent à financer le départ de ses salariés, à financer le chômage. Bref, ceux qui ont foiré, c'est eux. C'est pas les écologistes. Les amateurs, c'est eux. Nous aurions fait et nous ferons différemment. Les idéologues, c'est eux. C'est eux qui font mine de croire au ruissellement contre l'évidence même, et qui mettent la science et le GIEC de côté, qui passent leur temps à instrumentaliser les sujets les uns après les autres, et pendant ce temps-là, laissent s'installer une crise sociale majeure en feignant de ne pas voir ce que c'est la situation en Guadeloupe. Je sais que nos amis d'outre-mer en parleront, mieux que moi évidemment, je veux quand même en dire un mot. On a une crise liée à la politique sanitaire, et qui révèle en réalité le sentiment d'abandon, l'exigence de respect, le sentiment d'injustice de toute une île. Comment demander à ses habitants et habitantes d'avoir confiance dans la parole de l'État quand c'est l'État qui ne prend aucune mesure pour assurer l'accès à l'eau potable, quand les services publics de base ne sont pas assurés, quand c'est l'État qui refuse d'agir pour lutter contre la vie chère, quand le ministre n'ose même pas aller sur place parce qu'il est trop occupé à préparer la campagne du président candidat, et quand le président lui-même est dans le déni, dans la tromperie face au scandale du chlordécone, autorisé il y a 50 ans là-bas, alors qu'il était interdit partout ailleurs. Le résultat, des sols pollués pendant 700 ans, les taux records de cancer de la prostate, et évidemment, de manière bien compréhensible, la défiance à l'égard des injonctions de Paris et de la métropole. Nous aurions fait, et nous ferons différemment. Et il en va de même des violences sexistes et sexuelles. C'est quoi la crédibilité de ce gouvernement qui avait promis d'en faire la grande cause du quinquennat? C'est quoi la crédibilité d'un gouvernement qui nomme Darmanin et Hulot ministres? Et qui maintient Hulot face aux accusations et qui envoie sa ministre en charge du droit des femmes signer une tribune pour soutenir son ministre alors que sa place était aux côtés des victimes. Là encore, nous aurions fait et nous ferons différemment. À commencer par dire aux victimes, nous vous croyons. Et nous vous croyons. Évidemment, on commence à s'organiser au sein de ELV. Vous avez entendu parler de cette création de la cellule écoute pour améliorer l'écoute des victimes, non pas libérer la parole, mais libérer les oreilles. On est loin du compte. Clairement, ça n'est pas encore suffisant. C'est un travail long, difficile, très inconfortable, évidemment, mais absolument nécessaire. Et donc, je tiens à témoigner une nouvelle fois mon soutien à toutes celles et ceux qui parlent, qui témoignent, et aussi à celles qui s'engagent pour accueillir la parole. Au pouvoir, nous agirons enfin pour changer de braquet. C'est quoi la crédibilité d'un gouvernement qui n'est pas foutu d'assurer la sécurité, la tranquillité, la sérénité des femmes de ce pays? Alors au pouvoir, nous agirons enfin pour changer de braquet. 1 milliard d'euros tout de suite pour agir enfin à la hauteur des besoins dans le domaine, dans la société. Une action tous azimuts, y compris sur la protection de l'enfance, face aux violences et à la pédocriminalité qui ronge ce pays. Quand on a un Français sur 10 qui déclare être victime d'inceste et de viol pendant son enfance, l'inaction est criminelle. Formation, prévention, sanction. Moi, je ne comprends pas le silence assourdissant du président sur ces questions, alors qu'il est si bavard sur tant de sujets. On a un président qui est déjà candidat et qui décide de tout, tout seul, tout le temps et pour tout le monde. Sur la crise sanitaire, à nouveau, on est comme en suspension face à l'incertitude liée au Covid et de sa décision. Que va-t-il décider et quand? Comme s'il n'avait rien appris des 18 mois de crise sanitaire. Aucune concertation avec les élus locaux et locaux de tous les territoires. 18 mois et on n'a toujours pas levé les brevets pour permettre la vaccination sur l'ensemble du globe. C'est trop nécessaire de protéger les profits des grands laboratoires pharmaceutiques. 18 mois et l'hôpital public est plus que jamais au bord de la rupture. 30 ans de sous-investissement massif au nom de la crédibilité financière. Et des années de casse de la fonction publique et des liens encore supprimés l'année dernière.
Nous sommes au bord du gouffre. Alors évidemment, on est aux côtés du personnel soignant qui manifeste aujourd'hui pour dire notre attachement à l'hôpital public. Non, la santé ne peut pas être une variable d'ajustement, elle ne peut pas être soumise à un quelconque critère de rentabilité. Ce qui devrait gouverner tous les débats. Depuis quelques années, la mortalité infantile augmente. C'est ça la donnée qui devrait gouverner tous nos débats. Mais pendant ce temps-là, la droite est engluée dans son idéologie et elle fait toujours la course à qui supprimera le plus de fonctionnaires. Et après, évidemment, on s'étonne de ne pas avoir suffisamment d'enseignants ou de policiers et policières. Je pourrais continuer longtemps, vous avez compris. Voilà la crédibilité de ces personnes qui nous gouvernent ou qui nous ont gouvernés. Nous allons dessiner un autre chemin, avec l'ensemble de la famille écologiste unie derrière et autour de Yannick Jadot. En 2022, on a rendez-vous avec les Françaises et les Français. Et c'est le projet écologiste qui reprend le fil des grandes conquêtes sociales de l'histoire. Travailler moins, travailler mieux, respirer un air sain, manger mieux, vivre mieux. Et je veux dire aussi, dans cette période confuse où les forces républicaines semblent chavirer, c'est le projet écologiste qui poursuit l'idéal républicain. La République écologiste affirme notre destin terrestre commun, et donc ça parachève le projet républicain et universaliste. Unité du genre humain, pas de frontières dans la solidarité, pas de frontières dans la lutte commune contre le dérèglement climatique. L'universalisme est un idéal, un objectif, celui qui donne à toutes et tous la réalité de la promesse républicaine de liberté, d'égalité et de fraternité. Eh bien, la lucidité, c'est de regarder le monde tel qu'il est. Jaurès disait, le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Eh bien, le réel, c'est de dire que le concept d'universalisme se vide de sa substance lorsque les injustices et les inégalités prospèrent. Pour les femmes, quand elles n'ont pas accès à l'égalité salariale, ou qu'elles sont trop seules face aux violences du patriarcat. Pour les personnes discriminées qui vivent au quotidien la montée du racisme dans notre société. Pour les juifs, toujours plus victimes de l'antisémitisme et de la violence dans notre pays, en particulier venant de l'extrême droite. Pour les personnes en situation de handicap, victimes de l'absence de volonté politique dans les politiques d'inclusion. Et la liste pourrait évidemment être très longue. Et évidemment, la lucidité, le réel, c'est constater le fait que certaines personnes subissent l'empilement, la conjonction, l'intersection de différentes discriminations. Aussi, on ne peut pas se contenter de proclamer l'universalisme sans se donner les moyens de le rendre concret. C'est ça le véritable projet républicain. Renouer avec l'idéal républicain, c'est pas se contenter de l'invoquer de manière paresseuse, de raconter les grandes heures de la République. C'est travailler activement à s'en rapprocher. Et moi, c'est ça l'idée que je me fais d'une République écologiste. Alors demain, faisons gagner ce projet républicain qui réponde à cette aspiration à une France où l'environnement, la justice sociale, la démocratie reprennent leurs droits. Nous pouvons dessiner un pacte de propositions communes pour créer la dynamique et engager le rassemblement bien au-delà de la famille écolo. Pour le climat, c'est l'impôt de solidarité et fortune, l'ISF climatique, le plan de rénovation thermique, le conditionnement des aides, le développement des énergies renouvelables et les emplois qui vont avec. Pour la justice sociale, la hausse des bas salaires, la sécurité sociale de l'alimentation, la lutte contre la fraude fiscale, l'égalité salariale, enfin, l'autonomie de la jeunesse. Et pour réparer notre démocratie, la déprésidentialisation, l'indépendance de la justice, des médias et le droit de vote des étrangers. Assumons ce rôle moteur de clarté, de cohérence. Rassemblons et assumons notre responsabilité dans cette recomposition autour du projet d'avenir qu'est l'écologie. Et faisons mieux encore. Ne nous en tenons pas à des discussions entre partis politiques. La sève est dans la société. Retenons les leçons de Chico Mendes et Wangari Maathai. Le meilleur des programmes vaut peu s'il se tient éloigné des dynamiques populaires qui peuvent permettre sa mise en œuvre. Les associations et les syndicats travaillent déjà à dessiner ce projet de société. Alors engageons le débat. Nous souhaitons travailler à des solutions et traduire en actes leurs revendications pour gagner et enfin transformer la société. La responsabilité est immense. Dans cette période de grande confusion, et alors que ceux qui nous gouvernent sont tant décrédibilisés, on voit se matérialiser la prophétie de Murray Bookchin. Écologie ou barbarie. Nous y sommes. C'est ça l'enjeu de 2022. Et après mûre réflexion, je vous propose que nous faisions gagner l'écologie. C'est pour ça, en campagne. Après les débats internes,